Bonjour les amis, je me suis confortablement installé aujourd'hui pour vous parler du gibassier et de la pompe à huile et revenir sur des questions qu'on me pose souvent. Alors, celle qu'on me pose très souvent, c'est dites-moi quelle est la différence entre le gibassier et la pompe à huile. Alors, pour aborder la question de la différence, on va déjà commencer par ce qui les rassemble, c'est que la recette est quasiment identique, même totalement identique. Il s'agit dans les deux cas de fougasse. Alors le terme fougasse, ça désigne une forme, tout ce qui est plat et à base de pâte à pain, mais une fougasse, elle peut être sucrée, salée, on peut utiliser comme matière grasse du beurre, de l'huile d'olive ou incorporer toute autre chose qui le rend très agréable à déguster. Donc c'est toujours quelque chose d'assez plat, donc quelque chose qui est dressé au rouleau. Dans le cas de la pompe et du gibassier, on est toujours sur des fougasses. Donc c'est de forme plate, ce sont des pâtes à pain retravaillées. Donc dans tous les cas, il y a de la levure fraîche, dans la levure biologique. La matière grasse utilisée, c'est de l'huile d'olive, parce c'est une spécialité locale donc qui est connectée à un terroir olicole, le terroir olicole du pays salonné de la vallée des Baux, puisque chez nous on a beaucoup de vent qui pollinise les oliviers, donc beaucoup d'oliviers, et on est de bons producteurs d'olives, on fait de la très bonne huile d'olive. Et en général, quand on fait une spécialité locale, on la fait avec ce qu'on a sous la main, et là, en l'occurrence, il s'agit de l'huile d'olive. Donc ce sont des fougasses qui sont sucrées, ce sont des desserts, et où la matière grasse utilisée, c'est de l'huile d'olive, et qui sont parfumées soit à l'anis, soit à la fleur d'oranger. Alors, de la manière dont on incorpore et dont on travaille les éléments, on peut avoir deux résultats. On peut avoir une fougasse qui est de type brioché et une fougasse qui est de type biscuité, sans que ni pour l'un ni pour l'autre ce ne soit une brioche ni un biscuit. Puisque dans le biscuit, on n'utilise pas de la levure fraîche, on utilise du baking, c'est une levure chimique, donc c'est complètement différent, mais par abus de langage, pour donner un ordre d'idée, on va en appeler un le brioché et l'autre le biscuité. Donc deux fougasses à l'huile d'olive, sucrée, parfumée à l'anis ou à la fleur d'oranger. Enfin, en tout cas, c'est celle que nous fabriquons, nous, à la maison de Tamisier. On pourrait aussi en fabriquer, pourquoi pas, parfumée à la lavande, au citron. Enfin, il y a tout un tas de parfums dont j'imagine qui pourraient fonctionner. Alors, la question est toujours qui oppose les uns et les autres parce qu'il y a une controverse, c'est sur l'appellation. Lequel appelle-t-on le gibassier et lequel appelle-t-on la pompe à huile? Donc certains considèrent que le gibassier, c'est, on va dire, la fougasse dure, et la pompe est la fougasse briochée, et d'autres considèrent l'inverse. Nous faisons plutôt partie de la deuxième école parce que si on s'en tient à l'étymologie du terme, gibassier, qui vient du provençal gibus, qui veut dire le bossu, le bombé, la bosse, on peut plus facilement imaginer que le brioché, que l'on abaisse au rouleau quand on le fabrique, puis qui après forme des bosses, et quand toutes les bosses sont formées, c'est le moment où on va le mettre, le passer au four. Donc on va appeler plus volontiers le brioché le gibassier que le biscuité qui reste plutôt plat et qu'on va avoir tendance à appeler la pompe. Alors gibassier qui vient du provençal gibus, qui veut dire le bossu, le bombé, la bosse. Euh, Chez nous en Provence, on avait coutume de dire au moment du baptême parrain rascus l'upicium vendra gibus. C'est-à-dire le parrain radin, l'enfant viendra bossu, sera bossu. Il faut l'interpréter au second degré, c'est-à-dire que nous, les Provençaux, nous étions assez malins pour se donner la possibilité de choisir un parrain riche et généreux sans donner le flanc à la critique, c'est-à-dire sans être critiqué par la famille qui aurait dit bon, oui, mais celui-là, il veut absolument avoir un parrain riche et généreux pour l'argent. Donc voilà, par Erasmus ou Pichou Vendra Gibus, le Gibus,
le bossu, le bombé, la bosse. On retrouve aussi ce préfixe gibe dans la forme de la lune. On dit souvent la lune gibbeuse, c'est-à-dire une lune qui est bien bombée. Après, l'appellation pompe à huile, finalement, est assez curieuse, parce que pompe à huile, on a tendance à imaginer qu'on parle de moteur. Eh bien, pas du tout. Il semblerait, alors c'est une légende urbaine, moi je suis pas là j'ai pas écrit personnellement l'histoire, une histoire multiséculaire. Il semblerait qu'on ait utilisé à une époque où on est économe de tout, de la farine pour nettoyer des petites cuves à huile d'olive, et que la pâte qu'on avait récupérée, eh bien on l'a sucrée, on l'a baissé au rouleau, on l'a laissé un peu fermenter, on l'a passé au four. On avait ainsi un biscuit qui était, délicieux à déguster. Ça, c'est pour la partie gustative, c'est pour la partie qui concerne la fabrication du produit, les questions gastronomiques. Alors, le gibier, les pommes et la pomme, c'est quoi? Ça peut être des goûters, ça peut être des desserts. Ça se consomme, par exemple, le matin au petit déjeuner, très bien. Ça se consomme aussi bien après, à la fin du repas, avec un bon petit café, au goûter, quand on part en rando, ou même le soir, devant la télé, à la veille. Ça, c'est donc pour faire le tour complet de la partie culinaire. Après, se greffe sur ce produit-là la partie tradition. Effectivement, la pompe et le gibier sont considérés comme des incontournables des 13 desserts provençaux. Alors, sur la liste des 13 desserts provençaux, il n'y a pas une liste bien établie qui nous permet de dire que dans les 13 desserts, il y a telle ou telle chose. Après, il y en a qui en inventent une, ça devient du marketing, mais franchement, je n'y crois pas, parce que c'est une tradition des 13 desserts, qui est une tradition multiséculaire, donc qui a traversé les siècles, qui était d'ailleurs probablement à la base une tradition païenne avant de devenir une tradition chrétienne, qui devait consister au mois de décembre, au moment où le soleil était le plus bas à l'horizon, de réunir sur une table un maximum de bonnes choses à déguster, sur le principe que la prospérité appelle la prospérité, montre ce que tu as et on te donnera toujours plus. Bon, depuis, les mentalités ont évolué, tant et si bien qu'on a plutôt tendance à cacher les choses qu'à les montrer, mais il y a toujours cette idée que plus on a, plus on reçoit. C'est sur le même principe, ce dicton de pêcheur qui dit: la mer ne donne rien à ceux qui ont faim, qu'à ceux qui ont faim. Ne montrez pas que vous avez faim, parce qu'on vous en donnera de moins en moins. Au contraire, montrez l'opulence, vous appellerez la prospérité. Donc il est possible que la concomitance entre ces traditions païennes et la naissance du Christ supposée au mois de décembre, et au bout d'un moment, ça se soit superposé, ça ait fusionné, et que ce soit devenu une tradition chrétienne, 13, le Christ et les 12 apôtres, d'autant que dans ce qui dure, on finit toujours par voir en dessous la présence de Dieu ou quelque chose de sacré, tant et si bien que c'est une tradition qui finalement, aujourd'hui, est une tradition qui s'est chrétienne, sacralisée, dont la dernière codification remonte aux poètes du 19e siècle, à la tête desquels se trouvait Frédéric Mistral, avec son association du Philibridge, qui s'était donné comme but de favoriser les traditions, la pérennité des traditions provençales. Donc voilà, c'est la pompe et le gibassier, ou le gibassier mou ou le gibassier dur, si vous préférez, ce sont des incontournables des 13 desserts de Noël. Alors, c'est un peu paradoxal que je vous dise que ce soit des incontournables, alors qu'il n'y a pas de liste des 13 desserts. Enfin, à mon sens, historiquement, il n'y en a pas. On peut tout avoir dans les 13 desserts. En général, ce sont des desserts qui sont très populaires. On peut avoir des mandarines, on peut avoir des noix, on peut avoir des dattes, on peut avoir tout ce qui fait ventre, hein. Des fruits secs, aujourd'hui du chocolat, des calissons, tout ce qui peut faire plaisir à déguster au même moment de la journée. Mais ce côté incontournable, c'est pas parce que quelqu'un est descendu du ciel, nous a dit non mais la pompe à huile et le gibassier, ça a une place à part. Oui, effectivement, ça a une place à part, pour une raison bien simple, c'est une question d'universalité des goûts. C'est-à-dire que le gibassier, c'est comme le pain, qui peut se manger aussi bien avec un carré de chocolat qu'avec une daube.
Le gibassier et la pompe à huile, ça peut se manger en même temps avec un quartier de mandarine, avec un morceau de chocolat, avec des fruits secs, avec des noix. Ça marche toujours. C'est toujours beau à manger, agréable à manger. Donc ça se présente en général, c'est des incontournables du, du repas du 24 décembre qu'on appelle le gros souper, en provençal, où après le repas, on présente ces 13 desserts dans un plateau. Dans la symbolique chrétienne, la pompe et le gibassier ont pris la place du pain. C'est la raison pour laquelle, en principe, on ne les coupe pas, on les casse, donc on les casse en petits morceaux, puis on fait un petit plateau sympa où on peut mettre diverses choses. Je l'ai déjà dit, des papillotes, du chocolat, enfin tout ce qui est sympa, des mandarines, des noix, des petits fruits en pâte d'amande aussi. Voilà, on arrive à 13, on est content, on a rempli la, 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 la tradition, on a satisfait au nombre de 13 qui nous tient à cœur. Et comme ça, on est parti parfaitement dans la tradition provençale. Il y a beaucoup de Provençaux qui ne passeraient jamais les fêtes de Noël sans avoir à leur table la fameuse pompe et le gibassier. Par extension, comme ce sont des produits qui sont agréables à manger, qui sont finalement pas très chers, qui se mangent sans chichi, c'est-à-dire qu'on peut les manger aussi bien frais que rassis, en promenade, à la maison, etc. Eh bien, il y a des Provençaux qui en mangent toute l'année, et nous sommes ravis, nous, de leur donner cette possibilité en fabriquant des gibassiers du 1er janvier au 31 décembre non-stop. Il y en a en général chez nous tout le temps. Vous en êtes très content. Vous continuez d'acheter, donc c'est qu'ils sont bons, et ça nous encourage à nous à continuer à les fabriquer. C'est même un peu dommage que nous soyons un des seuls à les fabriquer aujourd'hui, et que finalement ce soit un produit qui se soit perdu. Alors, il s'est perdu pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on l'a pas entretenu, contrairement à une tradition comme les galettes des rois, où maintenant on en fait de plus en plus tôt, on en finit de plus en plus tard, et où n'importe qui les fait. Mais il y a peut-être une raison en dessous de tout ça, c'est qu'il y a une difficulté technique à les fabriquer. C'est que dès lors qu'on utilise de la levure fraîche et qu'on utilise aussi de l'huile d'olive, il y a une incompatibilité entre ces deux produits. Pourquoi? Parce que l'huile d'olive est un conservateur, c'est-à-dire qu'il va enrober le grain d'amidon, alors que la levure, dans le process de fermentation, va attaquer le grain d'amidon pour le dégrader à un sucre, puis si on laisse continuer en alcool, si on laisse continuer encore, jusqu'à une forme de pourrissement. Donc d'un côté, on a la levure qui a cette action-là de fermentation. De l'autre côté, on a l'huile d'olive qui a un rôle protecteur. C'est la raison pour laquelle les Romains avaient beaucoup de jarres à huile, parce qu'on utilisait l'huile d'olive pour la conservation des aliments. Donc, le problème, c'est que si ça ne fonctionne pas, eh bien, on ne va pas avoir une bonne fermentation, on ne va pas avoir un dégagement de gaz suffisant, et on n'aura pas une texture briochée, la texture briochée que l'on recherche. Alors, bien entendu, ce n'est pas une brioche, c'est un peu plus serré qu'une brioche, mais c'est quand même très agréable d'avoir ce côté brioché, ce petit morceau qui va fondre dans la tasse de café, à la limite, quand on veut le tremper dans le café, parce que c'est très bon. Et c'est peut-être aussi une raison de la controverse entre l'appellation de pompe et l'appellation de gibassier, c'est que si on fait un gibassier, c'est-à-dire le brioché, et qu'on le rate, il va être très plat et il va finir par ressembler au biscuité, c'est-à-dire ce que nous on appelle la pompe. D'accord? Donc on va se retrouver, suivant l'amateur qui le fabrique, entre un produit qui sera toujours une fougasse, c'est-à-dire un produit plat, mais qui sera quelque part entre un biscuité un peu dur, et quelque chose de beaucoup plus moelleux, en fonction des compétences, de l'expérience, du matériel, parce qu'il faut aussi du matériel professionnel. Je reconnais que
c'est beaucoup plus compliqué à faire tout seul dans sa cuisine. Et bien, en fonction de ses moyens, de son expérience, on va fabriquer un produit qui va se trouver en gros entre une brioche et un biscuit. Voilà. Donc, moi, j'ai souvent des clients qui essaient et qui après viennent me raconter, ah bon, on a essayé, c'est pas mauvais, ça se mange, etc., mais on n'arrive pas à avoir le développé que vous avez, le brioché que vous avez. Voilà, ça, ne vous en voulez pas, c'est pas parce que vous êtes mauvais, c'est parce que biologiquement, il y a une difficulté. Et cette difficulté, il faut la dompter. Pour la dompter, il faut en faire souvent. C'est une forme de chemin initiatique. Nous, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on le fait. Au départ, ça a été difficile, ça a été une traversée du désert. Et on le réussissait une fois sur trois. On ne savait pas ce qui se passait, pourquoi ça ne fonctionnait pas. Puis après, deux fois sur trois. Et puis un jour, on a fini par le réussir sans même faire attention. C'est un petit peu comme si le bon Dieu était descendu, nous frappait sur l'épaule en disant, bon, maintenant, vous allez se souffrir, vous allez arriver à le faire tout le temps, vous l'avez bien mérité. Bon, voilà, je crois que c'est ça. Le gibassier, c'est quelque chose qui se mérite et qui se déguste dans un certain état d'esprit. C'est vrai on peut y voir un rapport à Dieu, à la religion, à la croyance, au dévouement, à la générosité, au partage, au lien social. Le gibassier, c'est un peu tout ça, hein. C'est une porte ouverte aussi sur la culture provençale. On l'a vu quand on parle quand on parle le mot gibassier, gibous, parerascous, bitumènera gibous. Donc on a une porte d'entrée vers la Provence, on a une porte d'entrée vers notre terroir. C'est un produit qui nulle part ailleurs, représente aussi bien une région, une localité. Alors c'est assez centré sur Salon, mais c'est un petit peu comme le nougat de Montélimar qui est fabriqué avec du miel local ou le calisson d'Aix-en-Provence qui est fabriqué avec des melons confits qu'on peut trouver dans l'arrière-pays ou des amandes. Et bien le gibassier c'est ça, surtout à Salon de Provence, c'est une spécialité très, très locale, connectée au terroir oléicole, connectée à une tradition provençale des 13 desserts. Vous voyez, on a eu aussi le plaisir d'évoquer le nom de Frédéric Mistral, qui est un poète majeur de la culture provençale. On pourrait parler, quand on parle de Fougas, de Rabelais, qui disait c'est viande divine que d'avoir à son déjeuner raisin et fougasse fraîche. Donc on peut comme ça voyager dans le temps, dans l'espace, dans la culture, dans la philosophie. On peut raconter de très 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 belles histoires en parlant de pompe et de gibassier. Voilà, que vous pouvez venir déguster chez nous. On est toujours ravis de vous accueillir. On est toujours ravis c'est magique, quoi. L'histoire que nous avons, nous, avec le gibassier, c'est quelque chose de magique. On a l'impression que c'est presque un devoir que nous avons aujourd'hui de continuer à fabriquer ce produit, le faire avec amour, le faire sans tricher. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de produit de poudre de perlimpinpin. N'allez pas chercher une recette particulière avec un ingrédient qu'on vous aurait caché. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est très simple, c'est de la farine, de l'huile d'olive, du sucre. Et après, bon, de l'anis, de la fleur orangée, c'est selon. Vous pouvez même le parfumer avec un autre produit, ça marche aussi. Il faut le faire avec amour, il faut le faire dans l'esprit de la tradition provençale, sachant qu'après derrière, ben, ça va être partagé. Ça se mange, que ce soit très tendre ou même après quelques jours, quand ça a séché ses racines, ça se mange toujours. Il n'y aurait que la moisissure qui pourrait intervenir au bout de quelques semaines, à la limite, qui nous empêcherait de le déguster. C'est toujours bon. Après, si vous essayez de le fabriquer chez vous, vous aurez un résultat qui ne sera peut-être pas forcément le résultat que vous avez en venant à la boulangerie de l'horloge, à la maison de Tamisier, mais vous aurez certainement quelque chose qui est sympa. On pourra en discuter. Donc voilà, tout ça, moi, je m'en réjouis. Et c'est toujours avec plaisir que je discute avec mes clients, je discute avec les amateurs et tous ceux qui veulent faire ce produit-là. Je dirais même que je me réjouis pas que nous soyons un si peu concurrencés sur ce produit-là, bien que je le comprenne, parce qu'il y a des difficultés techniques, il y a des difficultés de stocker, des difficultés de l'emballer, de cuire, etc. Donc je comprends que quand on met tout bout à bout, il faut vraiment avoir envie de le faire pour y arriver. Donc si les gens veulent le faire, bon, c'est tant mieux, c'est très bien.
Comme ça, on pourra comparer les uns aux autres. On aura toujours des choses à se raconter, mais il faut le faire dans l'esprit. Il faut pas le faire comme on fait aujourd'hui les galettes des rois ou les couronnes des rois, ou dans certains, il n'y a même plus de fruits confits. C'est complètement dénaturé. Et ça, je trouve que c'est très dommage. Et là, c'est vraiment un coup, c'est vraiment une atteinte portée à une tradition, à un esprit, et tout ce qui va avec, hein, c'est-à-dire tout ce qui peut être engendré par cette atteinte portée à la tradition, c'est-à-dire la déliquescence du lien social et tout ce qui fait que nous sommes nous, que nous avons des choses à nous raconter et que par moments on arrive à sortir de notre quotidien, de nos contraintes quotidiennes, de nos angoisses pour se parler autrement et je dirais entre guillemets pour s'aimer. Donc je dis aimez-vous, soyons généreux, mangeons du gibassier, et puis vive la Provence et au plaisir de vous rencontrer, d'en parler. Vous voyez, je suis très loquace sur le sujet, je peux en parler des heures durant parce que ben voilà, c'est comme ça me passionne, hein. Donc ben, je vous remercie d'avoir écouté cette explication qui, je vois, le compteur déjà à 28 minutes. Donc c'est plutôt long. Moi, je ne me suis pas du tout ennuyé à vous la raconter. J'espère que vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à venir me rencontrer à la boutique et on parlera gibassier, pompe à l'huile, tradition provençale et deux ou trois petites spécialités que nous faisons aussi très bien. Ce sont des produits que vous pouvez emporter chez vos amis, des produits à offrir à des prix qui sont vraiment en dessous de 10 euros, donc c'est vraiment pas très cher. Et on se fait plaisir, on a de quoi parler, on a de quoi manger. Et voilà, donc je vous ai à peu près tout dit et au plaisir de vous rencontrer et de reparler de tout ça. À très bientôt, au revoir.